Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, et pendant les 5 prochains lundis, je vais vous parler de l'affaire Grégory Villemain, autrement appelée l'affaire du Petit Grégory. Cette affaire criminelle française, qui à ce jour n'a pas été élucidée, débute le 16 octobre 1984 en fin d'après-midi, lorsque Christine Villemain signale la disparition de Grégory, son fils de 4 ans, du domicile familial situé à L'Épange-sur-Vologne. Le même jour, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé vers 21h15 à 7 km de là, dans la Vologne, une rivière des Vosges. La photographie du repêchage du corps de Grégory, les pieds, les mains et la tête liés par des cordelettes et un bonnet de laine rabattu sur le visage paraît dans la presse et marque d'emblée l'opinion publique. L'affaire attire rapidement de nombreux journalistes français puis étrangers et dès le surlendemain fait la une de la presse nationale. En raison du rôle que les médias ont joué à cette occasion, une grande partie d'entre eux se verront reprocher tant leur traitement feuilletonesque de l'affaire que leur manque d'objectivité et leur intrusion inadmissible à la fois dans la vie privée des intéressés et dans l'enquête judiciaire. Cet emballement médiatique a gravement nui à la sérénité et à l'objectivité des investigations. Certains des protagonistes ont reconnu plus tard les difficultés qu'ils avaient rencontrées à l'époque pour rester cantonnés dans leur rôle propre, selon le cas enquêteur ou journaliste. Cette affaire a pour conséquence l'évolution des techniques de la police scientifique française, celles qui ont été mises en œuvre à l'époque apparaissant rétrospectivement comme rudimentaires, et a donné lieu à une réflexion sur la relation aux médias des personnes engagées dans une enquête de police ou de gendarmerie, qu'il s'agisse des enquêteurs eux-mêmes, des magistrats ou encore des avocats. Par ailleurs, l'affaire contribue à faire évoluer les procédures d'investigation, ainsi que les lois sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Ce cas est considéré comme exceptionnel dans l'histoire judiciaire française en raison de sa longévité, de son contexte, du profil de la victime et enfin du caractère énigmatique du mobile et des circonstances du crime. En plus de 37 ans, l'affaire connaît divers rebondissements. Lorsqu'elle revient au premier plan de l'actualité en juin 2017, le premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, très critiqué pour sa gestion du dossier, se suicide le 11 juillet 2017. Grégory Gilbert Villemain est né le 24 août 1980 à Saint-Dié-des-Vosges. C'est le fils de Jean-Marie Villemain, contremaître depuis février 1981 à l'usine spécialisée dans la fabrication de sièges d'automobile, et de Christine Blaise, née le 13 juillet 1960, couturière à la manufacture de confection vosgienne. S'étant rencontrés en 1976, puis mariés le 20 janvier 1979, ils se sont installés dans un pavillon qu'ils ont fait construire à L'Épange 1 an après la naissance de Grégory. Le 16 octobre 1984, à 21h15, le corps sans vie de Grégory est retrouvé dans la Vologne, à Docelles, à 7 km en aval de L'Épange. Il a les pieds, les mains et la tête liés par des cordelettes et son bonnet est rabattu sur son visage. L'affaire est aussitôt relayée par la presse régionale et nationale, la découverte du corps par les gendarmes faisant sur le champ l'objet de clichés photographiques diffusés dès les jours suivants. Les obsèques de l'enfant se déroulent à L'Épange le 20 octobre 1984 et attirent une foule de près de 700 personnes. Déjà persuadés que le ou les coupables se trouvent au sein de l'entourage familial, les enquêteurs cherchent à y déceler d'éventuels comportements suspects. La mise en terre dans le cimetière communal est ponctuée de débordements, notamment en raison de la présence intrusive de photographes et de journalistes qui sont la cible de jets de pierre. Christine Villemain, mère de la victime, très affectée, est victime d'un malaise et doit être évacuée du cimetière. Après la mort de Grégory, le couple a 3 autres enfants. Julien en 1985, Emeline en 1990 et Simon en 1998. En février 2004, le corps de Grégory est, selon la volonté de ses parents, exhumé du cimetière de L'Épange et incinéré à Épinal après une cérémonie strictement privée, le couple conservant la moitié des cendres.
La première affaire à laquelle les enquêteurs vont être confrontés est l'assassinat d'Étienne Villemain, fils aîné de Gaston Villemain et de Jeanne-Marie Hollard, le 9 janvier 1931 au domicile familial de la Villotte. Son corps est retrouvé le lendemain dans un puits situé à proximité du dolmen de la Roche des Fées. Les gendarmes concluent à un accident et classent l'affaire sans suite. De fortes tensions d'origines diverses existent au sein de cette famille élargie, notamment entre d'une part Albert Villemain, Monique Jacob, son épouse, et Jean-Marie Villemain, l'un de leurs fils, et d'autre part Marcel Jacob, frère cadet de Monique, Jacqueline Thuriot, son épouse, Bernard Laroche, leur neveu, ainsi que d'autres membres. Le journaliste François Caviglioli décrit, je cite, un clan archaïque composé d'une matriarche, Monique Jacob, et d'adultes infantiles, des paysans pervertis passés trop tôt de la forêt au quart-monde industriel, murés dans leur silence, durs à la tâche, violents et imprévisibles, aux secrets enfouis dans la mémoire de la tribu, le souvenir de péchés originels effrayants qui ont un goût d'inceste et de mort. On ne parlait ni du vieux Gaston, le père d'Albert, qui avait fini par se pendre après avoir battu à mort son fils Étienne avec la complicité de sa femme née Hollard, ni de Léon Jacob, père de Monique, qui avait fait un enfant à sa fille Louisette. Toutefois, en contradiction avec des descriptions imaginaires, voire fantasmées, cette famille apparaît comme des plus ordinaires, typiques d'un milieu ouvrier rural qui subsiste alors dans l'est de la France. En juin 1981, les parents de Grégory emménagent dans le pavillon qu'ils viennent de faire construire sur les hauteurs de l'Épange. Cela intervient après la promotion au mérite en février 81 de Jean-Marie au poste de contremaître au sein de son usine. Très vite, Jean-Marie et Christine voient s'abattre sur eux une forte jalousie familiale et sont victimes de harcèlement. En effet, à partir de août 1981, alors que leur ligne téléphonique n'a été installée que le mois précédent, le couple reçoit, comme du reste d'autres membres de la famille, des appels téléphoniques malveillants réitérés émanant d'un individu mystérieux que les intéressés appellent entre eux le gars, voire le gars à la voix rauque, mais que les observateurs vont vite surnommer le corbeau, par allusion au célèbre film de Clouseau. D'abord muet, ces appels ne tardent pas à se transformer en menaces verbales, auxquelles Jean-Marie Villemain fait face avec sang-froid, afin de déstabiliser le ou les harceleurs. D'ailleurs, lui-même et sa femme reconnaîtront plus tard avoir, eux aussi, cédé à la tentation de jouer les corbeaux pour tenter de démasquer celui ou celle qui les persécutait. La cible principale reste toutefois les grands-parents paternels de Grégory, Monique et Albert Villemain, dont le corbeau connaît parfaitement certains détails de la vie intime, et qui dépose une plainte en décembre 1982. Une information est ouverte par le procureur de la République, mais la demande de procédure, adressée le 16 décembre 83 au juge d'instruction de Saint-Dié-des-Vosges, est close par une ordonnance de non-lieu faute d'éléments probants. Un soir, une vitre de la maison de Jean-Marie est brisée alors que Christine se trouve à l'intérieur avec Grégory. Puis les pneus d'un véhicule appartenant au couple sont crevés sans que l'identité du ou des responsables puisse être établie. Au début des appels, le chef de la brigade de gendarmerie de Corcieux suggère à Jean-Marie Villemain d'appeler au téléphone les personnes qu'il soupçonne afin d'identifier leur voix. C'est ainsi qu'il appelle notamment Roger Jacquel, le beau-père de son frère Jackie, à 2h du matin. Le 24 avril 1983, à l'usine Auto-Coussin où il est en train de travailler, lors d'une communication de 10 minutes, puis d'une autre d'une trentaine de minutes, l'anonyme évoque son appel de la nuit précédente. « Et je t'ai reconnu l'autre fois au téléphone à 2h du matin, laissant penser à Jean-Marie que c'était peut-être Roger Jacquel ou quelqu'un qui essaye de se faire passer pour lui. » Villemain décide de se rendre chez lui. Arrivé au domicile de Roger Jacquel, à Granges-sur-Vologne, il aperçoit, garés devant la maison, 2 Renault 4 qu'il prend pour des estafettes de gendarmerie à cause de la pénombre, ce qui le dissuade de poursuivre. Quelques semaines plus tôt, le 8 mars 1983, Liliane Jacquel, épouse de Jackie Villemain, a reçu un appel téléphonique anonyme dont l'auteur menace de s'en prendre physiquement à Jean-Marie. Ce dernier, alors en mauvais termes avec son demi-frère et sa belle-sœur, n'en sera jamais averti. 8 jours avant le drame, les parents ont obtenu un prêt qui leur a permis l'acquisition à crédit d'un salon de cuir d'une valeur de 25 000 francs.
Le 4 mars 1983 est glissée dans les volets du domicile de Jean-Marie Villemain la première des 4 lettres de menaces manuscrites du ou des corbeaux. La première, en capitale, comporte 2 fautes d'orthographe. Je vous ferai, EZ, votre peau à la famille Villemain, MIN. Les fautes d'orthographe sont facilement explicables dans un contexte de précipitation et de tension nerveuse. Ferai s'accordant instinctivement au vous le précédent et Villemain par la sonorité MIN. Une seconde lettre est reçue le 27 avril par les grands-parents Albert et Monique Villemain, écrite également en lettres d'imprimerie, puis le 17 mai 1983, adressée aux grands-parents paternels de Grégory. Celle du 17 mai 83 profère une menace contre Grégory et est écrite dans un style plus personnel et passe en lettres cursives. Ceci est ma dernière lettre. Vous n'aurez plus aucune nouvelle de moi. Vous vous demanderez qui j'étais, mais vous trouverez jamais. Le 16 octobre 1984, vers 16h55, suivant ses habitudes, Christine Villemain quitte son travail à l'éponge et récupère Grégory chez sa nourrice, Christine Jacot, au HLM de Guéchamp, situé dans ce même village. Selon ses déclarations, de retour au domicile familial, après avoir enfilé à son fils un bonnet en raison du froid, car l'enfant veut rester dehors pour jouer un peu dans le jardin sur le tas de gravier d'excavation situé devant la maison, elle se prépare à faire du repassage. Elle met la radio à un volume élevé de façon à entendre l'émission Les Grosses Têtes depuis la pièce où elle repasse son linge et dont, vu l'heure, elle ne rouvre pas les volets, que son mari avait l'habitude de fermer le matin par crainte des cambrioleurs. Peu après 17h20, elle sort pour demander à son fils de rentrer mais ne reçoit aucune réponse. Ne le trouvant pas, elle est prise de panique, se précipite dans son automobile et part à sa recherche, pensant qu'il a pu vouloir retourner chez sa nourrice ou rejoindre des camarades. En chemin, elle interroge des voisins qui, tous, déclarent ne pas avoir vu l'enfant. La gendarmerie est alertée de la disparition de Grégory vers 17h50. Entre-temps, une 4e lettre anonyme avait été déposée pour revendiquer l'assassinat de Grégory. Elle sera reçue le lendemain, le cachet de la poste sur le timbre portant l'heure de 17h15. Le corbeau aurait aussi appelé Michel Villemain, le frère aîné de Jean-Marie, pour le prévenir du crime, à 17h27 ou 17h32 selon les reconstitutions. Si le contenu ou même l'existence de l'appel téléphonique à Michel ont pu être mis en doute, il est avéré que c'est lui qui a alerté sa famille vers 17h30. Le corps sans vie du petit garçon est retrouvé quelques heures plus tard, vers 21h15, plaqué contre un barrage dans la Vologne à Docelles, à 7 km en aval de l'Épange. Des cordelettes lui liant les mains sur le ventre, les pieds et le cou. Philippe Géchou et Patrick Gless, respectivement pigistes et photographes du quotidien La Liberté de l'Est, assistent au repêchage du corps de Grégory par les pompiers. La photographie prise par Patrick Gless, un pompier encordé tenant dans ses bras l'enfant vêtu d'un anorak bleu, d'un pantalon velours vert foncé et d'un bonnet de laine rayé de bleu et blanc, rabattu sur son visage, est publiée dans la presse le lendemain et va bouleverser tous ceux qui l'auront sous les yeux. Les recherches dans la Vologne étaient consécutives à l'appel téléphonique du mystérieux corbeau qui aurait informé du crime Michel Villemain vers 17h30, faute, aurait-il dit, d'avoir pu joindre Albert ou Monique Villemain. « Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. » Le lendemain, le 17 octobre 1984, le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, âgé à l'époque de 32 ans, est saisi pour instruire le dossier. Comme il ne manquera pas de le rappeler à diverses reprises, il s'agit de la 180e information judiciaire sur les 229 qu'il aurait eu à traiter durant l'année 84 à Épinal. Le 17 octobre 84, une lettre anonyme adressée à Jean-Michel Villemain revendique le crime. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. C'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » La lettre a été postée à l'Épange le jour du meurtre par le corbeau qui circulait en Renault 4L verte, voiture aperçue par Christine Villemain à la recherche de son fils avant la levée de 17h15, d'après l'oblitération. L'autopsie du corps se déroule le lendemain des faits, le 17 octobre 1984.
Le corps de Grégory ne présente aucune trace de violence apparente. Il n'est pas remarqué d'hématome, même si l'on relève à la tête une ecchymose d'1 centimètre de diamètre après décollement du cuir chevelu. L'anorak et le bonnet qu'il porte lorsqu'il est retrouvé inanimé dans la Vologne sont propres et les cordelettes n'ont provoqué aucune égratignure. Il est révélé que sa bouche et ses narines sont couvertes en partie de salive écumeuse, que ses lèvres sont cyanosées et que ses poumons, distendus, présentent des traces d'agonie asphyxique. Cependant, ils ne sont remplis que d'une faible quantité d'eau et rien ne permet d'affirmer que celle-ci provient bien de la Vologne. L'estomac contient de son côté les résidus de la pomme que Grégory a consommée pour son goûter. Aucune trace d'alcool n'est retrouvée dans le sang, bien que celui-ci ait été prélevé en quantité insuffisante pour établir un bilan toxicologique complet. Aucune trace d'adrénaline, symptomatique de la peur, n'est retrouvée non plus. Les conclusions de l'autopsie. La mort de l'enfant Grégory Villemain est directement et exclusivement en rapport avec une submersion vitale à double origine, asphyxique et inhibitrice, ne permettent pas de déterminer si Grégory est mort noyé ailleurs que dans la Vologne avant d'y être jeté. Une noyade préalable dans une baignoire a été estimée possible, ou s'il a été jeté vivant dans les eaux de la Vologne, ni s'il a été ligoté avant ou après sa mort. Il a été reproché à cette autopsie d'avoir été un raté médico-légal ayant tout faussé car incomplète et bâclée. L'ordonnance du juge, datée du 17 octobre 1984 et adressée aux docteurs Gérard de Rennes et Elisabeth Pagel, leur indique de procéder éventuellement à tout prélèvement en vue d'expertises ultérieures. Mais le non-prélèvement des viscères de l'enfant empêche de savoir si celui-ci avait été drogué au préalable avec une substance quelconque. Nommé par les gendarmes le lendemain de la mort de Grégory, le premier expert graphologue, le colonel en retraite Antoine Argout, désignera Roger Jacquel, père de Liliane Jacquel et beau-père de Jackie Villemain, demi-frère du père de Grégory Villemain, comme étant l'auteur des lettres anonymes. L'intéressé avait été longtemps soupçonné par les parents de Grégory d'être à l'origine des appels et écrits anonymes. Mais l'enquête préliminaire le met très rapidement hors de cause en raison d'un solide alibi à l'heure du crime. Le 17 octobre 1984, des traces de pneus et l'empreinte d'une chaussure de femme sont découvertes sur le premier lieu supposé du crime, appelé lieu privilégié, et situé au bord de la Vologne, le long d'une voie ferrée entre Décimon et Docelles. Le 18 octobre, le lendemain, 140 membres ou proches de la famille Villemain sont soumis à l'épreuve de la dictée. Sous le contrôle des gendarmes, ces personnes recopient des pages d'écriture dont le texte du dernier message du corbeau. 4 jours plus tard, le 22 octobre 1984, un premier portrait robot d'un homme qui aurait rôdé à côté de la poste de l'Épange le soir du crime est diffusé. 40 ans, 1m80, de forte corpulence, portant des lunettes avec des cheveux châtains mi-longs. Le 24 octobre 1984, Christine et Jean-Marie Villemain se constituent partie civile, ce qui leur permet d'accéder au dossier et désigne comme avocat Henri-René Garot, un ténor du barreau de Paris qu'un journaliste d'Europe 1 leur a recommandé et dont ils ignorent que, proche du Front National, il milite à la tête de l'association Légitime Défense pour le rétablissement de la peine de mort abolie en 1981. Par la suite, cette orientation politique de l'avocat des époux Villemain sera plusieurs fois exploitée par les détracteurs de ces derniers. Le 25 octobre 1984, les gendarmes de Bruyères procèdent à une première reconstitution du crime avec l'aide d'un mannequin. Après avoir effectué plusieurs essais, ils en concluent que l'enfant n'aurait pas été jeté entre Décimon et Docelles, mais probablement depuis le centre du village de Docelles, derrière la caserne des pompiers, à proximité de l'endroit où le corps a été découvert. Plusieurs essais de jet du mannequin depuis cet endroit conduisent en effet celui-ci dans la rivière à l'endroit précis où a été retrouvé le corps de Grégory Villemain quelques jours auparavant. De plus, une mise à l'eau du mannequin depuis l'autre lieu initialement envisagé, le lieu privilégié, conduit le mannequin à effectuer un trajet sensiblement plus long et comportant différents obstacles tels que des barrages de broussailles. Ce trajet apparaît donc peu compatible avec l'absence de toute déchirure des vêtements de l'enfant comme de toute griffure de son visage ou de ses mains.
Le 22 octobre 1984, soit 6 jours après le crime, les gendarmes reçoivent un coup de téléphone du premier témoin spontané qui s'adresse à eux. Il s'agit de Marie-Ange Laroche, laquelle, curieusement, les appelle non pas de son domicile mais d'un café. Son insistance à leur communiquer ses doutes sur Jackie Villemain et sa femme Liliane, née Jacquel, puis sur les hollards des parents éloignés des Villemain, ne manque pas de susciter leur curiosité. Il la convoque à la gendarmerie et la place en garde à vue pour vérifier son emploi du temps. C'est après son témoignage insolite que les gendarmes sont amenés à interroger son mari Bernard Laroche sur son emploi du temps et le suspectant à lui faire passer le test de la dictée qu'ils adressent aussitôt à l'expert, lequel, dans un premier temps, leur communique le résultat des analyses par téléphone. Le 26 octobre, 4 jours plus tard, un deuxième portrait robot est diffusé après qu'un homme s'étant reconnu sur le premier et s'étant présenté spontanément à la gendarmerie a été mis hors de cause. Ce deuxième portrait, établi d'après les informations fournies par le tenancier d'un café de Docelles situé à quelques dizaines de mètres du lieu supposé du crime, correspond à un homme d'âge assez jeune, au visage rond, portant des moustaches et des favoris. Le 30 octobre 1984, des responsables de l'enquête, l'expert en écriture et une graphologue parisienne se réunissent à la gendarmerie de Nancy. L'expert en écriture, qui a commencé ses travaux dans ce dossier, notamment l'étude des dictées, déclare que le corbeau pourrait être Bernard Laroche, mais demande plus de temps pour donner ses conclusions définitives. Malgré cela, Marie-Ange et Bernard Laroche sont arrêtés, lui à son domicile et elle à son travail à Gérardmer, et placés en garde à vue le mercredi 31 octobre 1984. Mais les gendarmes n'obtiennent aucun aveu. Les deux époux sont libérés le lendemain, le 1er novembre 1984, après avoir fourni chacun un alibi pour l'heure du crime. Marie-Ange affirme avoir travaillé de 13h à 21h et Bernard indique qu'à l'heure de l'enlèvement de l'enfant, il avait rendu visite à un collègue de travail dénommé Zonka, lequel n'était pas à son domicile, puis avait retrouvé chez sa tante Louisette Jacob sa jeune belle-sœur Muriel Boll vers 17h20. Les gendarmes veulent vérifier les déclarations de Bernard Laroche, ce dernier prétendant être arrivé chez sa tante Louisette après Muriel Boll. Élève au collège Jean Lurçat de Bruyères à l'époque des faits, Muriel est âgée de 15 ans. Elle est hébergée depuis quelque temps chez sa sœur Marie-Ange et son beau-frère Bernard Laroche. Si initialement Muriel confirme l'alibi de Bernard, dans un second temps, elle fait volte-face devant les gendarmes et le met en cause avant de revenir quelques jours plus tard à sa déclaration initiale. Dans un premier temps, Muriel ne met pas en cause son beau-frère et lui fournit même un alibi. À la première heure supposée du crime, le 16 octobre à 17h20, elle l'aurait aperçu chez la tante Louisette Jacob à Amondzé, en compagnie de son fils Sébastien, après que le car de ramassage scolaire l'a déposé à proximité. Les déclarations de Muriel se recoupaient pour l'essentiel avec celles de son beau-frère Bernard Laroche, qu'elle tendait ainsi à disculper. En effet, si Bernard Laroche se trouvait à Amondzé vers 17h20, le jour du crime, il ne pouvait avoir enlevé Grégory Villemain à l'Épanche-sur-Vologne entre 17h02, arrivée de Christine et Grégory au domicile familial, et 17h20, horaire approximative auquel Christine Villemain a été aperçue par le voisinage en train de chercher son fils. Plusieurs éléments intriguent toutefois les gendarmes, lesquels doutent de la sincérité des déclarations de Muriel Boll et Bernard Laroche. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour la seconde partie de ce récit.